Deuxième partie sur le chapitre 10, et là on en est au grand 3, dissolution et miscibilité. Alors, première notion de solubilité. Donc ce qu'on appelle la solubilité, c'est la masse maximale que l'on peut dissoudre d'un soluté dans 1 litre de solvant. Donc pour calculer la solubilité, on va dire que c'est la masse maximale de soluté en grammes divisé par le volume du solvant que l'on exprimera en litres. À ce moment-là, la solubilité, elle s'exprimera en grammes par litre. Il faut savoir que cette solubilité, elle dépend notamment de la température. Ici, en exemple, lorsque pour le glucose, sa solubilité elle est de 700 grammes par litre, ça signifie que dans 1 litre d'eau, on peut dissoudre au maximum 700 grammes de glucose. Si on veut mettre plus, par exemple 750 grammes de glucose dans 1 litre d'eau, à ce moment-là, lorsque l'on va mélanger, il y a 700 grammes au maximum qui vont être dissous. Et il va nous rester 50 grammes de glucose qui ne sera pas dissous, et dans ce cas-là, on aura une solution que l'on qualifiera d'hétérogène. On peut prévoir la solubilité des espèces chimiques lorsqu'on compare leur structure avec celle du solvant. Et la règle, c'est la règle qui s'intitule « qui se ressemble s'assemble », à savoir si on a un soluté qui est ionique ou constitué de molécules polaires, il va davantage se solubiliser dans des solvants qui sont polaires par rapport aux solvants apolaires. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que si le soluté est apolaire, il va se solubiliser davantage dans des solvants apolaires que dans des solvants polaires. Exemple, ici le diode. Donc le diode est une molécule qui est apolaire. Quand on compare sa solubilité dans l'eau, donc l'eau est un solvant polaire, on voit qu'on a une solubilité de 0,33 g par litre, qui est relativement faible. Par contre, dans le cyclohexane, qui est un solvant apolaire, on voit ici que sa solubilité elle est de 28 g par litre, et donc assez conséquente. Autre notion, la notion de miscibilité. Donc la miscibilité, ça concerne les liquides. C'est lorsque vous mélangez deux liquides. Si ces deux liquides, à la suite du mélange, ne forment qu'une seule phase, on dit alors qu'ils sont miscibles. S'ils forment deux phases, on dit qu'ils sont non miscibles. Exemple ici, mélange d'eau et d'éthanol. Ici, on n'obtient qu'une seule phase. À ce moment-là, on dit que les deux liquides sont miscibles. Le mélange, par contre, cyclohexane-eau, ici, on observe deux phases. On les considère comme non miscibles. Une application de l'ensemble de ces notions, c'est ce qu'on appelle l'extraction liquide-liquide. Donc l'extraction liquide-liquide, ça consiste tout simplement à extraire un soluté d'un solvant en utilisant un autre solvant. Donc on va utiliser un deuxième solvant qu'on va appeler le solvant extracteur. Pour choisir correctement ce solvant extracteur, il faut qu'il vérifie certains critères. Le premier critère, il faut que le solvant extracteur, qui va nous permettre de retirer le soluté du solvant de départ, ce solvant extracteur doit être non miscible avec le solvant qui contient l'espèce chimique à extraire. Pourquoi il doit être non miscible? C'est pour justement qu'on puisse le séparer par la suite en utilisant une ampoule à décanter, par exemple, du solvant de départ. Ensuite, il faut que l'espèce chimique que l'on veut extraire, donc le soluté que l'on veut extraire, soit beaucoup plus soluble dans mon solvant extracteur que dans mon solvant initial. Et en fin de compte, c'est lorsque l'on va mettre en contact les deux solvants, qui sont non miscibles, en mélangeant, à ce moment-là, on va avoir un transfert de l'espèce soluté, du soluté qui est dans le solvant de départ vers le solvant extracteur. Et dernière chose, une considération environnementale et aussi sécuritaire, il faut que l'on utilise le solvant extracteur le moins dangereux possible. Dernière partie, caractère amphiphiles. Donc certaines molécules vont avoir deux parties avec des propriétés distinctes. À savoir, elles vont avoir une partie polaire que l'on qualifie d'hydrophile. Donc hydro, ça fait référence à l'eau, phile, ça signifie que c'est attiré, que ça aime l'eau. Et donc ça signifie que cette partie de la molécule aura tendance à s'associer facilement avec l'eau. Dans ce cas-là, on dit aussi qu'elle est lipophobe. Lipo, ça fait référence aux graisses, et phobe, ça fuit. Donc ça veut dire que ça fuit littéralement les graisses, et pour nous, ça signifie que ça ne s'associe pas avec des molécules apolaires. L'autre partie de cette molécule sera, elle, par contre, apolaire. Et dans ce cas-là, si elle est apolaire, ça signifie qu'elle est lipophile, qu'elle aura tendance à s'associer facilement avec les graisses, c'est-à-dire avec les molécules apolaires. Et dans ce cas-là, on dit qu'elle est hydrophobe, c'est-à-dire que cette partie-là s'associe mal avec les molécules d'eau. Donc lorsque les molécules ont ces propriétés
contraire, à ce moment-là, on dit qu'elles ont un caractère amphiphile. Et un exemple de molécule qui a ce caractère amphiphile, bah, c'est les molécules de savon. Et justement, c'est parce qu'il y a ce caractère amphiphile qu'on va pouvoir expliquer les propriétés lavantes de ces molécules. Alors, si on regarde comment est composée une molécule de savon, on a tout d'abord une longue chaîne carbonée. Cette chaîne carbonée, comme elle est constituée d'atomes de carbone et d'hydrogène et que ces liaisons ne sont pas polarisées, ici cette partie-là, cette chaîne carbonée n'est pas polaire. Donc si elle n'est pas polaire, on va la considérer comme lipophile. Et par contre, ici, vous avez à l'extrémité un atome de carbone avec 2 atomes d'oxygène et une charge négative. Et cette partie-là, elle sera polaire. Et donc si elle est polaire, ce sera la partie hydrophile. Pour représenter ces molécules de savon, on va utiliser ce schéma. Donc ici, on a la longue chaîne carbonée, donc la partie hydrophobe ou lipophile. Et ici, vous avez la tête hydrophile qui, elle, est lipophobe. Mode d'action du savon. Alors, lorsque vous mettez du savon, donc les ions carboxylates, dans de l'eau, voilà ce qui va se passer. Au tout début, les molécules vont se mettre à la surface de l'eau en respectant justement le caractère hydrophile et hydrophobe, c'est-à-dire que les têtes hydrophiles vont rester en contact avec l'eau. Par contre, les parties hydrophobes, elles vont s'éloigner de l'eau et donc elles vont rester dans l'air. Si vous continuez à mettre du savon dans votre solution, à ce moment-là, il y aura à un moment donné plus de place au niveau de la surface, et donc on va avoir ces structures qui vont apparaître ici qu'on appelle les micelles. Donc les micelles, quand on regarde l'agencement, vous avez toutes les parties hydrophobes qui se sont réunies pour éviter de rentrer en contact avec l'eau, et par contre les têtes hydrophiles, elles vont rester en contact avec l'eau. Donc c'est l'existence de ces micelles ici dans votre solution qui va permettre d'expliquer comment le savon va pouvoir nettoyer certains types de tâches. Alors, exemple, lorsqu'on a une salissure et que cette salissure c'est de la graisse, donc des molécules constituées de molécules apolaires, voilà ce qui va se passer. Donc ici, vous avez votre salissure qui est de la graisse. On va avoir des micelles dans la solution. Ces micelles vont rentrer en contact avec la salissure. Et à ce moment-là, les micelles vont s'ouvrir et les molécules détergentes, donc le savon, va tout simplement avoir pour action, les parties lipophiles vont s'insérer dans la matière grasse, donc dans la salissure, tout en gardant les têtes hydrophiles en contact avec l'eau. En mélangeant, en fin de compte, cette salissure va se détacher du tissu. Et à ce moment-là, lorsqu'elle va se détacher, il va y avoir à nouveau des molécules de savon qui vont se mettre tout autour. Donc pareil, la partie hydrophobe, et donc c'est-à-dire lipophile, va s'insérer dans la salissure, entourant ici votre salissure, et les têtes hydrophiles, elles restent toujours en contact avec l'eau. Deuxième cas de figure, si là on a une tâche non pas de matière grasse, mais de la terre, donc la terre, que l'on peut qualifier ici de molécule polaire, qui est constituée de molécules polaires. Alors là, ça va se faire en 2 temps. Tout d'abord, on va avoir les têtes polaires qui vont se planter dans votre salissure ici. Donc en se plantant dans les salissures, vous allez avoir tout simplement ici les parties hydrophobes qui vont être en contact de l'eau. Donc lorsque ces parties hydrophobes vont être en contact avec l'eau, en fin de compte, il y a d'autres molécules de savon qui vont venir ici en contact, et tout simplement pour que les parties hydrophobes se protègent les unes des autres, et donc avoir ici des têtes hydrophiles qui vont venir à côté, et elles être en contact avec les molécules d'eau. Et donc ici, si on a une salissure qui est de la terre, à ce moment-là, on va avoir ici ce type de structure. Tout d'abord, on a des têtes polaires qui sont plantées dans la salissure, et donc ici des parties hydrophobes qui sont à l'extérieur, et à côté, on va avoir d'autres molécules qui vont venir s'agencer pour pouvoir protéger les parties hydrophobes avec leurs parties hydrophobes, et donc à l'extérieur avoir leur partie hydrophile, ce qui clôture les éléments de cours sur ce chapitre.